Et puis je pense que ça peut peut-être ouvrir des voies pour des gens qui ne savent pas forcément quoi faire de leur vie. Je pense que c'est intéressant de proposer des métiers comme ça. Parce que typiquement, moi j'ai choisi ce métier parce qu'il y a... En fait, je pouvais plus ou moins être moi-même avec ce métier puisque je suis quelqu'un de très empathique. Et l'empathie, c'est une qualité très importante dans l'UX puisqu'on doit écouter les gens. En fait, il y a vraiment une notion un petit peu de psychologie puisqu'on va faire des tests utilisateurs, des interviews utilisateurs, des parcours utilisateurs. En fait, l'utilisateur est au centre de tout ce qu'on fait. Après, bien sûr, il y a toujours une dimension un peu business, bien sûr, parce que l'entreprise, on va pas se mentir, ça doit vendre un service ou un bien. Mais dans tous les cas, l'UX répond souvent à un besoin utilisateur important. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un beau métier parce que en fait, nous, quand on va le faire, on va pas forcément avoir cette dimension. Il faut que je vende patati patata parce qu'on n'est pas au marketing. Et justement, on va pouvoir se concentrer sur les gens, sur leurs besoins. Et par exemple, résoudre voilà, des problèmes qu'il peut y avoir sociétal, tels que enfin tout ce qui peut toucher, mettons, je sais pas, les personnes handicapées, faire une application pour les aider à savoir quel lieu possède des plateformes adaptées. Enfin, je pense par exemple aux personnes en fauteuil roulant, savoir quelles boutiques, quels magasins, etc. sont adaptés aux fauteuils roulants, par exemple. C'est vraiment un exemple très très vague qui m'est venu en tête, mais on peut avoir
faire en sorte de... Parce que typiquement, si on a un bloc avec ça de texte dans l'orem ipsum et que dans la vraie vie ça fait ça, et bah en fait notre design n'est pas forcément adapté, ça peut pousser une image qui est là par exemple. Et c'est changer des petites mains, mais je pense que vous arrivez à voir. Et en gros le texte va faire comme ça au lieu qu'il soit comme ça, et en fait ça change tout dans la manière de percevoir les choses sur le
les années 1980, sur la côte ouest des États-Unis, le design thinking fut popularisé par David Kelley de l'agence IDEO qui créa la D-School, la Design Thinking School de l'université de Stanford. Le design thinking a introduit l'idée que les designers et leur approche design sont devenus essentiels pour réussir un projet ou un produit car ils ont été formés à placer l'utilisateur
réussir plus vite. La conception de nouveaux produits est une démarche d'apprentissage par essai-erreur. Il s'agit d'accepter l'idée selon laquelle se tromper fait partie du cheminement qui conduit vers la solution optimale. Si on admet que l'erreur est inévitable, on pourra néanmoins veiller à réduire la durée et donc le coût des échecs. Plus on répare tôt, moins cela coûte cher. Afin de parvenir plus rapidement au succès, c'est pour cela que la démarche Design Thinking repose sur le prototypage rapide et l'itération en boucle courte. Donc en fait le prototypage ça va être le fait de justement quand on va commencer à faire des petites maquettes pour voir un peu à quoi l'application, le site ressemble et le faire tester par la suite. Donc là en fait il y a 5 étapes. Donc on va avoir entrer en empathie. Entrer en empathie avec l'utilisateur pour comprendre qui il est, quelles sont ses motivations et les problèmes qu'il rencontre au quotidien. Définir, donc prendre du recul et définir le point de vue, l'angle par lequel on s'attaque au problème. Imaginer, donc générer un maximum d'idées en mode brainstorming, puis sélectionner la plus prometteuse. Prototyper, construire un prototype pour expérimenter l'idée, maquette en carton, design d'écran, prototype interactif, film, etc. Tester régulièrement auprès des utilisateurs pour converger vers une solution optimale. Donc en fait, ça c'est pareil, le test c'est quelque chose qu'on peut faire tout au long du processus, de faire des tests utilisateurs à mesure qu'on trouve les personas. Donc les personas ça va être des stéréotypes justement qu'on va créer après des questionnaires souvent. On va cibler plus une première partie des utilisateurs avec le questionnaire et en fait le persona va permettre de sélectionner par exemple 3 profils qui reviennent beaucoup quand on va regarder les résultats du questionnaire et en fait ces 3 profils vont être plus ou moins les clients, enfin les cibles plutôt, parce que du coup souvent on sait plus ou moins quels sont les clients déjà quand on fait ça, mais des fois il n'y a pas du tout de données, en fait on arrive et on n'a rien du tout et donc ça nous de faire les personas, mais des fois c'est au marketing de le faire, ça dépend du contexte en fait. Pareil pour le questionnaire, ça peut être au marketing de le faire, donc ça dépend vraiment des entreprises, de la manière de fonctionner des gens, mais voilà, en gros c'est vraiment ça. Et en fait donc parmi les outils on peut retrouver les empathy maps. Donc qu'est-ce que la personne pense, ressent, qu'est-ce qu'il entend, qu'est-ce qu'il dit et fait, qu'est-ce qu'il voit, les difficultés, les bénéfices. En fait on voit vraiment qu'il y a un appui sur toute cette question d'empathie, de ressenti, des sens et de toute cette question là. Et donc on va vraiment creuser ces utilisateurs, ces cibles pour comprendre quels sont leurs besoins et adapter les solutions en fonction de ces besoins. Donc voilà, après il y a tellement d'outils que je vais pas tous les faire, mais en gros pour reprendre l'histoire de l'entonnoir, en fait on peut le voir comme un espèce de diamant comme ça, de double diamant. Souvent c'est ça qu'on voit. Et en fait c'est tout le temps comme ça l'itération. C'est vraiment ce côté on fait comme ça, hop, on revient et puis on réouvre comme ça tout le temps. Donc j'espère que je vous ai pas trop perdu pour l'instant. Ce que je voulais faire également c'était de montrer quelques exemples de sites ou d'applications qui sont bien ou pas bien et d'expliquer un peu le pourquoi du comment. Après comme toujours c'est par rapport à moi, mon expérience, mon œil, etc. puisque je travaille pas chez la CAF typiquement, donc
qui est quand même très apprécié dans le métier. Enfin, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et qui en fait profiter aux autres, et je trouve ça génial. D'ailleurs, dans l'UXUI, il y a vraiment cette... les gens sont très à échanger leurs connaissances, etc. En fait, justement, comme je disais que c'était un métier très humain, c'est aussi ça, c'est que on va trouver bien sûr des formations payantes comme pour tout, etc. Mais il y a beaucoup cette dimension d'échange, etc. qu'on peut trouver sur LinkedIn, sur YouTube, sur Twitch, etc. Même si sur Twitch il y a très peu de gens qui font de l'UX. Mais voilà, donc c'est pour ça que je prends Bastille aussi, parce que en gros c'est un des seuls il y a très peu de gens qui le font. Même sur YouTube c'est dur de trouver des youtubeurs francophones par exemple. Il y en a pas mal en anglais. Mais alors les francophones ça démarre tout juste, mais il n'y a pas énormément de gens quoi. D'ailleurs moi je pense que je vais me lancer à faire une chaîne UI UX comme